Dans le cas de nos émissions sur les abus en psychiatrie, nous allons aborder la question du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. En effet, de nombreux parents dont les enfants sont distraits, nerveux, agités ou ayant des difficultés d'apprentissage se voient conseillés, voire obligés, de consulter un spécialiste pour traiter leurs troubles de l'attention. Et une fois étiquetés, les enfants se voient prescrire des psychostimulants. Le méthylphénidate, dont le principe actif est un dérivé d'amphétamine classé comme stupéfiant par l'ONU. Et dans le dictionnaire Vidal, qui est le dictionnaire officiel des médicaments, on peut lire « Le méthylphénidate est un psychostimulant puissant sans que le mécanisme de son mode d'action soit connu. Ses effets secondaires sont une diminution de l'appétit, des maux de tête, de la nervosité, de l'insomnie, des nausées, parfois des pensées suicidaires, etc. » Nous tenterons de comprendre comment une approche pluridisciplinaire respectueuse des recommandations de la Haute Autorité de Santé et notamment l'intervention d'orthophonistes peut apporter des solutions concrètes pour accompagner les enfants. Et nous recevons aujourd'hui Patricia, orthophoniste, qui travaille sur cette question en lien direct avec des directeurs d'école et des enseignants. Et elle va nous parler de son expérience et des résultats obtenus. Patricia, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, dans quelles circonstances des directeurs d'école font-ils appel à vous ? Les directeurs d'école font appel à moi quand des enfants ont des difficultés pour apprendre à lire, à écrire, à parler, ou quand ils ont des problèmes d'instabilité à l'école, du mal à gérer leurs émotions, donc ce qu'on appellerait troubles de l'attention. Et c'est de plus en plus courant. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous appelle pour ces problématiques-là ? De plus en plus courant. Dans la semaine passée, j'ai eu 3 demandes d'enfants qui venaient pour des troubles de l'attention. Dites-nous concrètement, est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner d'un problème avec un enfant et la directrice d'école ou l'enseignant qui se dirige vers vous ? Tout à fait. J'ai un enfant qui avait donc des troubles de l'attention selon la maîtresse, qui devait venir pour un bilan. Moi, j'ai fait donc cette évaluation et l'enfant s'est plaint à un moment que à l'école, on lui a demandé de faire quelque chose et qu'il n'avait pas compris et qu'il a dit à la maîtresse « je n'ai pas compris » et elle lui a dit « tu mens, tu as compris ». Parce que c'est un enfant intelligent, assez vif. Donc, à partir de là, les relations se sont dégradées, l'enfant distrayait la classe, il avait un comportement, il se levait, etc. Et l'enfant m'a dit « mais c'est vrai, je n'avais pas compris ». Et je lui ai dit « je te crois ». La maîtresse l'a mis dans une autre classe pour que l'enfant travaille, parce qu'il distrayait trop la classe et ça posait problème. Il est allé dans l'autre classe et il a fait son exercice et je lui ai demandé comment il avait fait. Il m'a dit « la maîtresse m'a expliqué et j'ai compris ». Donc j'ai vu cet enfant et je me suis rendu compte qu'il avait énormément, parfois même de mots simples qu'il ne comprenait pas et que ça l'empêchait de résoudre les problèmes. Donc à un moment, en classe, il lâchait, il regardait ailleurs, il embêtait les autres et ça devenait insupportable pour la maîtresse et évidemment, la maîtresse appelait la maman, ça créait beaucoup de tension autour de cet enfant. Donc, moi, j'ai pris un petit peu l'enfant, j'ai vu comment on pouvait faire, on pourra en reparler, et j'ai appelé la directrice de l'école et je lui ai dit, l'enfant est d'accord pour que la maîtresse vienne voir la séance. Si elle a envie, elle peut venir parce que je préfère montrer les choses avec l'enfant plutôt qu'expliquer. Et la directrice qui me connaît, parce que j'ai aidé beaucoup d'enfants de son école, s'est débrouillée pour que les enfants de la classe de la maîtresse soient répartis et pour qu'elle puisse venir voir l'enfant travailler. Alors, l'enfant a tenu 3/4 d'heure devant la maîtresse, 3/4 d'heure de travail. La maîtresse était ébahie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que à des moments, quand l'enfant commençait à s'agiter un peu sur sa chaise, etc., je voyais bien qu'il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait clair pour lui. Et donc, je lui disais, est-ce que là, il y a un mot ou quelque chose que tu ne comprends pas ? Alors, parfois, il me disait oui, et la maîtresse était totalement étonnée parce qu'elle me dit, ça c'est un mot, je pense que tous les enfants connaissent. Alors, je dis à l'enfant, écoute, d'accord. Donc, je lui explique ce que c'est, je lui dis,
Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas taper ça sur l'ordinateur. Tu regardes comment il est écrit, tu le tapes. Comme ça, tu vas voir comment c'est. Et l'enfant l'a fait et a dit « Ah, c'est comme ça !» Il avait une idée tout à fait autre. Je me souviens plus du mot en particulier parce que il y en a eu beaucoup. Donc, si je n'avais pas fait ça, le gamin, son attention était partie. Il regardait ailleurs, etc. Donc, avant qu'il parte complètement ailleurs, on a fait ça. Et après, hop, il est revenu dans la séance et on a pu continuer. La maîtresse, à la fin de la séance, m'a dit « Jamais je n'aurais imaginé que ces mots-là puissent ne pas être compris par cet enfant. » Et je lui ai dit « Qu'est-ce que vous avez observé ?» Elle m'a dit « Effectivement, il a tenu pendant 3/4 d'heure, quoi. » Donc pour vous, en tant que professionnel, orthophoniste, avec plus de 40 ans d'expérience, c'est une solution pour vous de définir les mots simples et même les mots compliqués de façon à assurer une compréhension de l'enfant. Voilà, de repérer quand l'enfant commence à être nerveux, de voir effectivement si quelque chose n'est pas tout à fait clair et c'est parfois très subtil. Et alors, vous avez également, dans votre longue carrière, travaillé plus de 20 ans avec des enfants ayant des problèmes de surdité. Oui. Vous pouvez nous en parler, cette expérience ? Les enfants sourds qui ont du mal à parler et à se faire comprendre, ça crée chez eux des troubles. C'est-à-dire qu'on sait qu'un enfant sourd... Alors maintenant, il y a la langue des signes. À l'époque, c'était interdit. À l'époque où j'ai commencé à travailler avec les sourds, c'était interdit dans les établissements. Mais donc les enfants s'exprimaient par le corps, faisaient des colères parce que ils n'étaient pas compris et n'arrivaient pas à se faire comprendre. Et ces enfants étaient étiquetés hyperactifs Alors, à l'époque ou à comment l'époque, on ne parlait pas de ce syndrome encore, parce que là, je vous parle de ça, c'était il y a 45 ans. Je ne suis pas une jeune orthophoniste, mais je pense que vous avez déjà entendu dire « il est sourdingue ». Ah oui, oui. C'était une expression qu'on utilisait couramment, et les sourds étaient assimilés à des fous. À l'époque de mes études où la langue des signes a commencé à venir en France et où les professionnels aussi, comme les orthophonistes, ont commencé à s'intéresser à ça, ce qui était très différent de nos études où on apprenait à faire parler les sourds, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, il y a eu tout un travail autour du théâtre, de la langue des signes, etc. Et j'allais à des cours de langue des signes, et là, il y avait une orthophoniste avec un monsieur qui avait été enfermé en hôpital psychiatrie pendant des années, une quinzaine d'années ou quoi. Et l'orthophoniste s'était aperçu, je ne sais pas dans quelles circonstances c'était, mais qu'il était sourd. Et elle avait réussi à le faire sortir d'hôpital psychiatrique. Et je prenais des cours de langue des signes à Vincennes, au château de Vincennes à l'époque. J'ai rencontré cet orthophoniste et ce monsieur qui avait été étiqueté dingue, ouais, alors qu'il était juste sourd et qu'il ne parvenait pas à s'exprimer correctement. C'est là où on voit l'importance de l'orthophonie pour éviter finalement une psychiatrisation. Tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai rencontré des enfants aussi qui m'ont été amenés, qui n'étaient pas sourds, entre guillemets, et qui étaient extrêmement agités. Et j'avais dit aux parents, écoutez, il faudrait quand même faire un test de dépistage pour cet enfant, parce qu'il a des comportements qui m'évoquent une surdité. Donc, c'est-à-dire que tout de suite, on veut l'étiqueter hyperactif, mais on ne fait pas des tests fondamentaux et de base. Est-ce qu'il entend bien? Est-ce qu'il voit bien? La vue, l'ouïe, sont des sens qui doivent être vérifiés de manière automatique, finalement. Tout à fait. Un enfant aussi, pour pouvoir suivre une scolarité, doit avoir, par exemple, dormi suffisamment, mangé suffisamment. Il y a des enfants qui ont des écrans dans leur chambre et quand les parents dorment, regardent jusqu'à 1h du matin des émissions sans que les parents le sachent. Ils arrivent à l'école, après ils sont dans un état où ils sont nerveux et avoir des comportements nerveux, taper les autres, crier, etc. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui nous écoutent ? Il faut parler et parler à plusieurs. Enfin, vous voyez, moi j'essaie de conseiller les parents, mais j'entre en relation avec les maîtresses des enfants, les enseignants, les directeurs, pour qu'on voit ce qui se passe et ce qu'on peut faire. Après, évidemment, il faut s'inquiéter de savoir si l'enfant entend bien, si l'enfant dort suffisamment, si l'enfant n'a pas d'autres troubles. Merci beaucoup, Patricia.
Pour toute information complémentaire sur les abus psychiatriques ou les actions de sensibilisation de l'association, contactez la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, CCDH France, et visitez leur site web www.ccdh.fr.